Dans les années 2000, la Corée du Sud et le Rwanda avaient pratiquement le même PIB par habitant, moins de 300 dollars par an pour chacun. Aujourd'hui, la Corée du Sud est devenue une superpuissance, la 13e puissance économique mondiale. Elle exporte des puces électroniques, des voitures et font de très belles séries Netflix qui sont diffusées dans plus d'une centaine de pays. Et le Rwanda, selon le FMI, le Rwanda affiche une croissance de 7,2% cette année. Il a le record mondial de parlementaires féminins, environ 64%. La capitale Kigali est classée première ville d'Afrique pour la qualité de vie des expatriés et en termes de propreté. Même point de départ, même trajectoire, les résultats radicalement différents. Aujourd'hui, je vous parle de 5 pays qui construisent les fondamentaux de leur domination économique d'ici les années 2040. Avant de parler de ces 5 pays, il faut revoir notre regard sur l'Afrique. Parce qu'on a tous quelque part une image du continent construite par des décennies de conflits, d'aide alimentaire, de famine, comme un continent qu'on a besoin de sauver. Cette image existe sûrement et n'est pas inventée, mais je dis que c'est profondément incomplète. Prenons un premier point, la croissance. 4,1%. C'est la croissance moyenne des pays africains en 2026, selon la Banque mondiale et plusieurs autres institutions. Juste pour référence, la moyenne européenne tourne à moins de 1%. Celle des États-Unis est à environ 2,5%. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique est meilleure? Pas forcément. Mais il faut savoir qu'un continent qui est sous-développé, la marge de croissance est beaucoup plus importante. C'est logique, car tout est à construire, tout est à bâtir, tandis que dans les pays qui sont déjà développés, il faut beaucoup plus d'efforts technologiques et d'innovation afin d'afficher une croissance importante. Prenons un deuxième point, la démographie. La population actuelle est de 1,5 milliard d'Africains. D'après les projections de la Banque de France, on avoisinera à peu près les 2,5 milliards. Avec un âge médian de 19 ans, ça représentera à peu près 3/4 de la hausse mondiale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Afrique va fournir une partie énorme de la main-d'œuvre mondiale dans les prochaines décennies. Mais une démographie jeune, sans éducation, sans emploi, sans institutions stables, ce n'est pas vraiment un atout. Et donc, la question, ce n'est pas l'Afrique va-t-elle exploser économiquement? Non. La vraie question, quels sont les pays qui sauront réellement transformer ce potentiel en puissance économique? Troisième point, la diaspora africaine. 100 milliards de dollars envoyés en Afrique en 2024, soit plus d'aide publique au développement et les investissements directs étrangers réunis. De fait, la diaspora est un acteur clé dans le développement de l'Afrique. Je reviendrai plus en détail sur ce point à la fin de cette vidéo. Voyons à présent les 5 pays qui nous concernent. Il faut savoir que j'ai volontairement exclu les géants évidents comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Non pas parce qu'ils ne comptent pas, mais parce que ces 5 pays que je vais vous présenter, probablement, vous ne les avez pas dans votre radar. Avant de citer des noms et pour mieux comprendre mes choix, je vous présente les critères sur lesquels je me suis appuyé pour mon analyse. Premier critère, la trajectoire de croissance. Une croissance soutenue de 10 à 15 ans, pas juste un bon chiffre. Critère 2, des institutions et gouvernance. Capacité à faire appliquer des règles, prévisibilité pour les investisseurs, réforme visible, la justice, administration, fiscalité. Le troisième critère, c'est les infrastructures et l'énergie. Des routes, des ports, des rails, des fibres, l'accès à l'électricité, capacité à produire ou à importer de l'énergie de manière fiable. Quatrième critère, la diversification économique. Pas dépendre d'un seul produit, pétrole, minerai, cacao, etc. Le cinquième critère, c'est l'intégration régionale et internationale. Une capacité à devenir un hub financier, logistique, industriel ou technologique. Passons au premier pays, l'Éthiopie. Commençons par les chiffres. L'Éthiopie a un PIB nominal en 2026 de 121,5 milliards de dollars. Une croissance en 2026 de 7,1% selon le FMI et ça monte jusqu'à 10,2% selon d'autres institutions. Mais de fait, depuis 15 ans consécutifs, c'est l'une des économies les plus rapides du monde. La population, 139 millions d'habitants, c'est la deuxième population d'Afrique après le Nigeria. Quels sont ses points forts? Le grand barrage de la Renaissance. En 2025, l'Éthiopie a inauguré le grand barrage de la Renaissance sur le Nil Blue. 5150 MW de capacité installée. Pour donner une échelle, c'est plus que toute la capacité électrique actuelle de nombreux pays africains. Le manque d'électricité fiable, c'est le verrou qui bloque l'industrialisation africaine depuis des décennies. L'Éthiopie vient de retirer ce verrou. Le modèle industriel textile. Addis Abeba est devenu un hub textile. Les marques que vous connaissez très bien s'y approvisionnent. Pourquoi? Les zones économiques spéciales construites sur modèle exact de ce que la Chine faisait dans les années 1990. Quel est le grand défi que je vois? Soyons honnêtes. L'Éthiopie a un problème structurel. L'inflation dépasse les 9% en 2026 selon le FMI. Dette extérieure est sous pression, mais grâce à des réformes a drastiquement baissé sur les 6 dernières années. Des conflits internes qui impactent son économie, voire la stabilité de ses institutions. Mais un pays de 139 millions d'habitants, avec une énergie abondante, une main-d'œuvre jeune et une trajectoire de réforme claire, c'est une force que les investisseurs internationaux ne peuvent pas simplement ignorer. Passons au pays suivant.
Le Rwanda a un PIB nominal en 2026 de 17,3 milliards de dollars, une croissance de 7,2% selon le FMI et 9,4% en 2025 selon la Banque mondiale. Tout ça sans pétrole, sans minerais massifs, sans accès à la mer. Le Rwanda est un pays enclavé mais pourtant affiche des croissances spectaculaires. La population elle est de 14,9 millions d'habitants. Si je la compare avec l'Éthiopie, vue précédemment, elle est pratiquement 10 fois plus petite. Quels sont ses points forts? Son histoire déjà, la reconstruction du pays. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être paraître brutal, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre ce pays. En 1994, le Rwanda a vécu un génocide. En 100 jours, entre 500 000 et 800 000 personnes ont été tuées. Beaucoup d'hommes ont été tués, blessés ou arrêtés. Un tiers des ménages sont désormais dirigés par une femme ou une fille. Le pays était à zéro. Zéro institution, zéro confiance, zéro investisseur, zéro. Les Rwandaises n'ont pas eu le choix. Il faut continuer à survivre, il faut reconstruire le pays. Ce qui s'est passé ensuite, c'est l'une des reconstructions les plus remarquables de l'histoire. La Chambre des députés au Rwanda est l'assemblée la plus féminine du monde. Ça part d'une politique assumée. Kigali Innovation City. Le Rwanda veut devenir le Singapour de l'Afrique. Kigali Innovation City, un hub technologique en construction avec des partenariats dans le monde, attire des investisseurs qui passent la grosse, pourtant 20 fois plus grande en termes d'économie. Pourquoi? Parce que les règles sont prévisibles, les contrats sont respectés, c'est ce qu'on appelle la stabilité des institutions. Le plus grand défi que moi j'y vois, la dette publique, projetée à plus de 77% du PIB en fin 2026. La croissance rwandaise est partiellement financée par la dette, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, car il faut toujours distinguer la bonne dette de la mauvaise dette. Dans tous les cas, c'est le défi numéro 1 pour la décennie qui vient. Passons au troisième pays, la Côte d'Ivoire. Abidjan, la ville que beaucoup de personnes de la diaspora connaissent comme la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest francophone. Premier producteur mondial de cacao. 40% du cacao mondial vient de ce pays. Bien, voyons les chiffres. Avec un PIB nominal en 2026 de 112 milliards, une croissance en 2026 de 6,4% selon le FMI et 8% en moyenne sur les 8 dernières années avant la pandémie de 2020. Elle a une population de 33,2 millions d'habitants. Quels sont ses points forts? Abidjan est un hub financier de l'Afrique de l'Ouest. La Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, est basée à Abidjan. Elle couvre 8 pays de l'UEMOA. Abidjan représente plus de 39% du PIB total de la zone de l'UEMOA. Les grandes banques panafricaines s'y installent, les fintechs aussi comme Orange Money, Wave, Move Africa et la classe moyenne ivoirienne croît rapidement. Le PIB par habitat a progressé de plus de 10% en une année, selon les projections de FMI en 2026. Un autre point, c'est le facteur de la diaspora. Les Ivoiriens de la diaspora un peu partout dans le monde envoient chaque année plus de 2 milliards de dollars au pays. C'est plus que l'aide publique au développement reçue par la Côte d'Ivoire. Avant, ces transferts étaient très souvent à des fins de consommation pour aider un proche, sa famille, mais aujourd'hui, ces transferts sont de plus en plus investis dans l'immobilier, dans les PME, dans l'éducation. Quel défi j'y vois pour la Côte d'Ivoire? Le problème historique du cacao et comment il le contourne. Pendant des décennies, la Côte d'Ivoire exportait des camions de fèves de cacao brut vers l'Europe. L'Europe les transformait en chocolat, en poudre de cacao, en beurre de cacao et réalisait 90% de la valeur ajoutée. La Côte d'Ivoire avait la matière première, l'Europe avait la technologie et la machine. En 2023, le président Ouattara a annoncé quelque chose d'historique. La Côte d'Ivoire allait retenir une partie de ses fèves et les transformer sur place. Vendre du chocolat fini, pas des fèves brutes. Le même mouvement que l'Arabie Saoudite avait fait avec son pétrole il y a 20 ans. Si la Côte d'Ivoire réussit cette transition, alors tout changera pour elle. Cette vidéo t'aide à mieux comprendre l'Afrique et son développement, alors abonne-toi à Afrique en vrai. Chaque semaine, je décrypte l'économie, la géopolitique, les grandes transformations du continent avec des analyses chiffrées basées sur des faits. Ne prends que quelques secondes. Alors passons au quatrième pays. Le Kenya, Nairobi, la Silicon Savannah. Sinon, n'est pas que du marketing, c'est une réalité économique construite sur une invention que le monde entier a copiée. Voyons les chiffres. Le Kenya a un PIB nominal en 2026 de 147 milliards de dollars, une croissance de 4,5% selon le FMI, avec une population de 58,5 millions d'habitants. Quels sont ses points forts? M-Pesa, l'invention qui a changé la finance mondiale. En 2007, Safaricom a lancé M-Pesa, un service de paiement mobile par SMS. Le concept est simple, permettre à des millions de personnes sans compte bancaire d'envoyer et de recevoir de l'argent via un téléphone mobile. 20 ans plus tard, M-Pesa traite environ 500 millions de transactions par jour, qui en fait l'un des plus grands réseaux de paiement au monde. Cette réussite a influencé la manière dont les gouvernements, les banques centrales et les entreprises du monde entier ont pensé le paiement numérique et l'inclusion financière.
Le deuxième point, c'est l'écosystème tech de Nairobi. eHub, l'incubateur fondé en 2010 à Nairobi, a accompagné plus de 200 startups. Certaines sont devenues des licornes. Je pense à Twiga Foods, Sendy, Wasoko. Des géants comme Google, Microsoft, IBM ont leur Innovation Hub à Nairobi. Quoi? Eh bien parce que le Kenya forme plus d'ingénieurs logiciels par habitant qu'aucun autre pays africain et que les universités kenyanes ont des partenariats avec le MIT, Stanford et j'en passe. Le troisième point, c'est l'énergie verte, un avantage très compétitif. 90% de l'électricité kenyane vient des sources renouvelables géothermiques, solaires, éoliennes, hydrauliques. Dans la course sur la planification écologique, cette énergie propre va devenir un avantage compétitif massif pour attirer des industries qui fuient par exemple les taxes carbone européennes. Quel défi j'y vois? La dette publique reste élevée. Les tensions politiques de 2024 ont pesé sur la croissance et la croissance de 2026 à 4,5% selon le FMI, bien que solide, marque un ralentissement par rapport à les années précédentes. Passons maintenant à notre dernier pays, Maroc. Le Maroc, c'est la plus grande économie de cette liste. Et probablement vous la connaissez déjà très bien pour son tourisme et peut-être même pour la Coupe du Monde. Mais pas pour les bonnes raisons que je vais vous donner maintenant. Voyons les chiffres. Le PIB nominal en 2026 est de 194,3 milliards de dollars, une croissance de 4,9% selon le FMI et une population de 38,7 millions d'habitants. Premier point fort, l'usine automobile de l'Europe, devenue premier exportateur vers l'Union européenne. Renault produit au Maroc, Stellantis qui regroupe Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, etc. produit au Maroc. Volkswagen s'y installe, lui qui achète des pièces aéronautiques. Le Maroc est devenu le premier exportateur africain de voitures avec plus de 500 000 voitures exportées en 2025. Un point. Tanger Med est l'un des 10 plus grands ports à conteneurs au monde. Avec 11 millions de conteneurs traités en 2025, il est classé 6e port mondial en termes de performance et premier en Afrique. Avec un positionnement stratégique sur le détroit de Gibraltar, où 20% du commerce maritime mondial passe à moins de 50 km, et une rente géographique que le Maroc a mis plusieurs années à transformer en infrastructure. Le troisième point, c'est la Coupe du Monde 2030. L'effet Qatar en moins risqué. Le Maroc co-organise la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Regardez ce qui s'est passé au Qatar en 2020. 200 milliards d'investissements en infrastructure, des stades, des hôtels, des routes, des métros et une visibilité mondiale sur 30 jours. Le Maroc va bénéficier du même effet, mais réparti sur 3 pays. Les Marocains, eux, continueront toujours à utiliser ces infrastructures après le tournoi. Quel défi j'y vois? 35,8% des jeunes sont au chômage. Le taux d'activité de femmes est de 19%, l'un des plus bas de la région. Le Maroc construit des ports de classe mondiale et exporte des voitures vers l'Europe. Mais cette richesse reste encore trop concentrée. Le vrai succès sera le jour où un jeune diplômé de Marrakech, par exemple, pourra trouver un emploi sans devoir immigrer. Ces 5 pays sont très différents, géographiquement, culturellement, en taille. Mais je les mets ensemble, c'est parce qu'ils partagent quelque chose que les économistes appellent les fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est exactement ce qu'avait la Corée du Sud et Singapour, Taïwan dans les années 70 et 80. Des institutions solides et des réformes profondes. Des investissements massifs dans les infrastructures. Une diversification économique hors pétrole. Une jeunesse nombreuse et éduquée. Une ouverture aux investissements étrangers avec des contreparties. Revenons au rôle de la diaspora. La diaspora africaine a transféré 100 milliards de dollars, je le disais, en 2024 vers l'Afrique. L'aide publique internationale, c'est 48 milliards de dollars. Les investissements directs, c'est 48 milliards de dollars. Ça prouve que la puissance de la diaspora est présente. Ce sont les Africains, peut-être comme vous qui regardez cette vidéo, qui financent le continent. Ces 5 pays, l'Éthiopie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Maroc, ne sont pas des miracles économiques, ce sont des choix. Des choix politiques difficiles, des réformes profondes, des investissements dans l'éducation, les routes, l'énergie, les institutions. L'Afrique n'a pas besoin qu'on la sauve, elle n'a pas besoin qu'on la plaigne. Elle a juste besoin qu'on la laisse travailler. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, la semaine prochaine, je vous parle de la relation sino-africaine. Partenariat gagnant-gagnant ou nouveau néocolonialisme. Alors abonne-toi, active la cloche de notification et à la semaine prochaine sur Afrique en vrai.